toutes et tous. Je suis ravie de vous accueillir cette année encore à l'Hôtel de Ville dans ce très beau salon Justin Godard pour cette conférence inaugurale qui marque le début du cycle des mardis de l'ESS. C'est un partenariat historique puisque la ville de Lyon soutient la chaire et son cycle des mardis de l'ESS depuis le début de son histoire. Chaque année, vous nous permettez de prendre de la hauteur sur le rôle et la place de l'ESS dans notre société. L'année dernière, vous vous questionniez sur la reconnaissance de l'ESS et son institutionnalisation à l'aune des 10 ans de la loi Hamon. Cette année, les conférences nous apporteront un éclairage sur le pouvoir transformateur de l'ESS à travers l'expérimentation et l'innovation sociale qui fait partie de son ADN. Le thème d'aujourd'hui porte sur les coopératives qui proposent une manière différente de gérer les entreprises et d'impliquer leurs salariés. Comment, sur ce sujet, ne pas penser à Duralex, entreprise qui nous ramène toutes et tous en enfance, au moment où, à la cantine, nous regardions l'âge sous notre verre. Duralex, sauvé de la liquidation judiciaire par ses salariés qui ont décidé de reprendre l'entreprise et de la transformer en Scope, sauvant au passage 226 emplois. Les 226 emplois, puisque tous ont été sauvés. Un beaucoup de projecteurs sur le modèle coopératif, encore souvent, trop souvent, perçues comme idéalistes par une partie du monde économique. Elles ont pourtant fait leurs preuves depuis longtemps, notamment dans les secteurs agricoles et bancaires. La conférence de ce soir s'annonce à ce titre passionnante, avec des intervenants d'une grande qualité, et je m'excuse par avance de ne pas pouvoir rester avec vous pour y assister, étant attendu sur un autre événement. Du côté de la ville de Lyon, nous sommes pleinement convaincus du pouvoir transformateur de l'ESS et de sa crédibilité, voire même de sa nécessité, pour faire de l'économie un moteur de la transition écologique et sociale et non un frein. Les crises que nous traversons, qu'elles soient économiques, climatiques ou sociales, révèlent en effet les limites d'une économie centrée uniquement sur la recherche du profit à court terme, parfois au détriment du bien-être collectif, des ressources naturelles et de la cohésion sociale. Face à ces défis, l'économie sociale et solidaire est une alternative puissante, une voie capable de concilier les exigences économiques et les aspirations humaines. L'économie sociale et solidaire ne se contente pas d'ajouter une dimension éthique à l'économie, elle propose de repenser complètement la manière dont nous produisons, échangeons et consommons. Et c'est précisément ce qu'elle s'attache à illustrer à travers des exemples concrets, le cycle des mardis de l'ESS de cette année. Comme toujours, un grand bravo à la chaire et particulièrement à Émilie Lanciano et Jean-Luc Chautagna, co-responsables de la chaire pour cette programmation de qualité. Je vous souhaite des échanges riches et inspirants et une belle soirée. Je vous remercie. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être également ici et je remercie toute l'équipe de la chaire de m'avoir invitée dans ces beaux locaux face à un public important. Donc je voulais, au nom de l'Université Lyon 2 et au nom de la Faculté de sciences économiques et de gestion, remercier tout d'abord Madame Camille Auger pour nous accueillir ici dans ces beaux locaux à l'Hôtel de Ville. Et j'en profite aussi pour remercier plus généralement la ville de Lyon d'avoir toujours soutenu, c'est vrai, la chaire dès sa création. Je voulais dire combien ce soutien est important parce que je pense que ce qui fait la marque de cette chaire, c'est son ancrage territorial. C'est très important et international parce qu'il a toutes les dimensions. Elle a toutes les dimensions, mais cet ancrage territorial, il est vraiment fondamental et on le voit encore plus à travers la thématique d'aujourd'hui qui sont qui porte sur les coopératives de travail. Donc je voulais bien sûr remercier Émilie, que je suis depuis longtemps, Émilie Lanciano, dans ce travail sur la chaire, et Jean-Luc Chautagna, pour leur engagement dans cette chaire. Et je peux dire, mais c'est vrai aussi pour toute l'équipe de la chaire, Séverine Saleil, Marie Farr, Isabelle Garcia Piqueras. Je peux vous dire que c'est un engagement de tous les jours, cette chaire. J'y reviendrai tout à l'heure. Et vraiment, je les remercie de cet engagement. Au nom de l'Université Lyon 2, au nom de la faculté, au nom des étudiants aussi qui sont là, mais qui ne manqueront pas de le faire, eux, de leur côté. Je voulais dire également que cette chaire, elle a une particularité, c'est qu'elle est soutenue par 4 laboratoires de recherche
qui sont des laboratoires de plusieurs disciplines. Et d'ailleurs, les intervenants aujourd'hui sont de disciplines différentes. Et c'est ce qui marque aussi l'empreinte de la chaire. Et c'est ce qui fait, je crois, sa force. C'est l'articulation entre l'économie, la sociologie, le droit, la psychologie, je sais voilà, le marketing, l'économie, la stratégie, la finance, tout est mobilisé pour essayer de comprendre en fait cet objet que constituent les organisations de l'ESS. Et je crois que ça c'est une force parce que on a tendance toujours à cloisonner, en tous les cas dans notre faculté, on le fait aussi, de cloisonner les disciplines. Or, ce qui est très intéressant dans la chaire, c'est qu'au contraire, on part d'un objet, les organisations de l'ESS, et on va mobiliser toutes les connaissances, toutes les dimensions pour essayer de comprendre cet objet. Et je crois que c'est vraiment ce qui fait la force de cette chaire. Et donc, je voulais dire merci aussi au laboratoire de recherche. Donc, je vais noter par ordre alphabétique, le CERCRID, qui est un laboratoire de droit, le Centre Max Weber, qui est un laboratoire de sociologie, le laboratoire Coactis, qui est un laboratoire de gestion, et le laboratoire Triangle, qui est un laboratoire d'économie. Donc c'est pour vous montrer que cette chaire, elle est vraiment pluridimensionnelle, c'est ça qui fait sa force. Je voulais dire également que depuis 20 ans, j'assiste, moi j'ai presque vécu la création de la chaire, à une montée en puissance de l'ESS dans nos problématiques d'économie et gestion. Ce matin, j'étais dans une cérémonie avec des entreprises qui font du private equity, oui, mais aujourd'hui, donc, j'ai basculé dans l'économie sociale et solidaire et ce que je constate, c'est ce rééquilibrage et cette montée en puissance de l'ESS qui finalement rassure un peu sur vraiment les préoccupations qu'on a, et je pense que les intervenants vont vraiment nous faire part de ce qui se passe au sein de ces coopératives de travail, où on retrouve en fait le rôle de l'homme. Et donc, même s'il faut des financements toujours dans ces organisations, la question de l'homme, des collectifs, est très importante. Et ça, je trouve que je voulais remercier aussi Émilie, Jean-Luc, parce que au sein d'une faculté d'économie et gestion que je représente, c'est très important d'avoir cet équilibre constant avec plusieurs voix, plusieurs visions de ce qu'est l'organisation en fait. Je voulais dire également, et j'en terminerai là, que c'est vraiment la chaire, pour moi, c'est un exemple. Je vais le dire franchement, c'est un exemple de ce qu'on aimerait pouvoir faire au sein d'une université. C'est-à-dire que d'un côté, c'est une belle opération intellectuelle, et la preuve en est. J'en veux pour preuve donc les carnets de la chaire. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à les lire. Voilà, je fais un petit peu de publicité pour mes collègues. C'est une belle opération intellectuelle parce qu'on est réfléchi. On prend le temps de réfléchir à cet objet que sont les organisations de l'économie sociale et solidaire. Je trouve que à côté de ou en même temps que cette opération intellectuelle, c'est une opération importante de formation. Et je m'adresse ici aux étudiants qui sont là, je pense, assez nombreux. Vous avez beaucoup de chance d'être associés à cette chaire. Vous êtes dans des formations. En formation initiale, en alternance, à l'international, on a des formations délocalisées, et je salue l'équipe associée à l'économie sociale et solidaire pour justement aller chercher dans toutes ces dimensions de la formation en fait des compétences en matière d'ESS. Donc formation initiale, alternance, formation continue, formation délocalisée, je crois que j'en oublie, mais voilà, ça doit être à peu près ça. Je voulais également dire que la chaire, c'est beaucoup de recherche aussi. J'ai côtoyé Émilie, je côtoie Émilie, Séverine souvent, et en fait c'est une préoccupation de tous les jours, donc avec des travaux. Alors le carnet sont un outil de diffusion, mais il y a d'autres travaux, des thèses, des articles de recherche, des publications. C'est très important de publier aussi sur cet objet. Et puis pour moi, ce qui fait aussi la marque de cette chaire, c'est sa capacité aussi à avoir un pouvoir transformateur. Souvent, on dit les universités, vous ne réfléchissez, d'accord, mais après vous n'avez pas ce pouvoir transformateur. Je crois que ce qui fait aussi la marque de cette chaire, c'est cette volonté d'aller transformer un petit peu le monde, au moins l'économie et les organisations. Donc, je salue vraiment cet effort-là. Voilà, je voulais vous remercier d'être présents. Je vais écouter avec attention mes collègues. Et puis, je voulais donc remercier une nouvelle fois la ville de Lyon, Camille Augier,
toute l'équipe et Fanny que je vois au fond et qui participe, qui a un soutien très important, Fanny Lelong, pour cette chaire ESS. Voilà. Merci beaucoup. Donc la chaire ESS, ça a été évoqué un petit peu, hein. Donc je ne vais pas m'étendre beaucoup dessus, mais c'est vraiment une initiative qui permet à la recherche, au monde de la recherche, de communiquer avec le monde professionnel de l'ESS par différents moyens, dont la conférence ce soir en est un, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc les carnets ont été cités. Il y a des groupes de travail également, il y a beaucoup d'initiatives dans ce domaine. Et du coup, on essaye de développer toutes les modalités de recherche, bien sûr en partant de la recherche académique, mais en ouvrant à des formes de recherche participative. Et il y a beaucoup de structures de l'ESS actuellement qui mènent aussi des programmes en lien avec différents chercheurs, différents laboratoires. Donc on sent vraiment que dans l'ESS, il y a cette volonté d'avoir une approche réflexive en continu et d'essayer de comprendre un petit peu les phénomènes socio-économiques qui président à leur action. Donc ça, c'est quelque chose pour nous qui est très important et qu'on souhaite soutenir de plus en plus. Je vais plus parler ce soir des mardis de l'ESS. Donc on a mis en place un programme qui est sur toute l'année, l'année scolaire, sachant qu'on fait un mardi de moins cette année, compte tenu qu'on va accueillir un gros événement au printemps. Il faut dire par ailleurs que c'est toute l'équipe de la chaire qui est de la mention, qui travaille sur ces mardis en termes de coordination, mais que les thématiques nous viennent des acteurs de terrain, puisque chaque année on fait un appel qui permet de sélectionner des thématiques de mardi, et chaque fois qu'on organise un mardi, au-delà de la conférence d'aujourd'hui qui est un peu spéciale, mais on essaye de les organiser en partenariat avec des structures de l'ESS. Donc pour cette année, ça a été un petit peu évoqué. Quel est le potentiel, le rôle transformateur de l'ESS à travers différents éclairages. Donc on est aussi en lien avec un programme motif qui est développé au sein de la direction des sciences et sociétés de l'Université Lumière Lyon 2. Donc il y a d'autres temps qui sont prévus également, qui sont ouverts notamment aux étudiants de licence pour pouvoir travailler aussi ces questions liées à l'ESS. On a le soutien, comme ça a été dit, de la ville de Lyon, de la métropole de Lyon et également de la mairie de Villeurbanne qui accueille un des événements. Donc on remercie vraiment nos partenaires de politique publique locale par rapport à ça. Voilà le programme. Donc pour ce soir, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je voudrais simplement dire que ça s'inscrit aussi dans vous savez que l'ONU a décrété 2025 année des coopératives. Donc au niveau mondial, il va y avoir toute une série d'événements pendant l'année 2025. Donc ce soir, c'est un petit peu aussi dans cet esprit. C'est la deuxième fois que l'ONU reconnaît les coopératives comme un élément essentiel des politiques de soutien au développement durable au niveau mondial. Donc c'est quand même important. Et pour les autres sujets, on aura donc le 5 novembre. Le 5 novembre, je me tourne un petit peu, le retour de l'autogestion, idées et pratiques. Ça va être dans le off des journées d'économie donc qui sont organisées à l'université de Lyon 2, des GECO. Donc ça sera à l'université. Là, c'est vraiment une approche intéressante pour voir comment en fait l'autogestion quelque part a inspiré et inspire toujours des organisations de l'ESS dans leur organisation interne, dans leur forme de gouvernance, avec des intervenants, notamment Baptiste Mélondo qui a publié un livre sur ce sujet-là. Le 10 décembre, on aura les communs numériques, levier de la transformation sociale. C'est un mardi qu'on fait en lien avec Framasoft, qui est une association lyonnaise. Peut-être que parmi vous, certains utilisent leurs outils de la famille Frama, donc qui sont des logiciels libres. Donc on a travaillé avec eux et des structures de l'ESS, aussi des coopératives notamment, pour préparer. On est encore en train de préparer, mais je pense que le programme sera assez intéressant pour voir comment les organisations de l'ESS adoptent des outils et des logiciels libres et essayent de développer des communs numériques pour leurs applications internes. Donc ça sera le 10 décembre à la métropole de Lyon, et le 21 janvier, on aura aussi une thématique qui touche à l'innovation et au rôle de l'ESS justement pour investir des champs nouveaux. Et on va parler d'alimentation, nouveau champ de la protection sociale. Donc il va y avoir aussi des acteurs, des chercheurs qui vont témoigner. On va pouvoir s'appuyer sur les expériences en cours de sécurité sociale de l'alimentation notamment. Et c'est aussi l'idée de travailler en lien avec les mutuelles. Est-ce que les mutuelles sont aussi, et elles réfléchissent d'ailleurs à ces sujets-là, comment développer une protection sociale de l'alimentation
Et ça sera en partenariat avec l'Institut Montparnasse qui va publier un podcast suite à ce mardi. Donc voilà un petit peu le programme de nos mardis. On espère vous voir nombreux à ces occasions-là. Je passe la parole à Émilie. Bonsoir. Cette année universitaire 2024-2025, c'est une année particulière pour nous et donc une année aussi assez intense puisque on va célébrer en 2024 les 20 ans de la formation en master de l'économie sociale et solidaire à Lyon 2. Donc ça va être l'occasion le 6 décembre à partir de 16h en fait de rassembler déjà toutes les promotions d'étudiants qui ont participé, qui ont été diplômés de notre master, de rassembler aussi l'ensemble des intervenants, des enseignants, des personnels qui ont soutenu ces formations-là. Donc ça va être un moment important aussi parce que sans doute avoir formé des 60 étudiants, 70 étudiants par année, eh bien ça dit certainement quelque chose de l'écosystème de l'ESS, sans doute au niveau du territoire métropolitain, régional, mais aussi français. Donc ça sera aussi à travers une table ronde l'occasion d'avoir des réflexions sur l'évolution des métiers, l'évolution de la formation, et surtout faire en sorte que tout le monde se rend compte à les étudiants de cette année avec d'autres étudiants, etc. Donc c'est un moment qui va être sans doute très important et assez émouvant pour tout le monde. Deuxième moment important pour nous, en 2025, nous allons organiser à Lyon et à l'Université Lyon 2 les rencontres interuniversitaires de l'économie sociale et solidaire, qui est la principale communauté qui rassemble les académiques, les chercheurs, les étudiants et quelques praticiens qui travaillent autour du champ de l'économie sociale et solidaire. Et donc on a commencé à travailler. Vous pouvez noter les dates puisque c'est le 26, 27, 28 mai. On espéra qu'il fera beau. Et on a comme thème thème qui est soumis aux participants et aux personnes, aux enseignants chercheurs, aux praticiens, aux étudiants qui veulent soumettre et travailler sur ce thème-là. Et le thème, c'est l'économie sociale et solidaire au travail. Enquêter sur les pratiques de résistance, de transformation et d'émancipation. L'idée, c'est d'enquêter. Ça veut dire de faire du travail d'enquête, d'aller voir ce que font les acteurs. C'est enquêter sur les pratiques et sur le travail qui est développé par les acteurs, les actrices de l'ESS avec une visée de résistance, de transformation et d'émancipation. Donc ça, c'est un moment qui va rassembler, on l'espère, beaucoup de personnes au niveau national, mais aussi au niveau de l'écosystème et pour donner à voir la qualité et l'intensité des travaux qui sont menés au niveau de la métropole et de son territoire. Et donc, en écho à ces rencontres interuniversitaires des coopératives au travail, on a proposé de dédier cette conférence inaugurale à des acteurs un peu historiques et fondateurs de l'économie sociale, les coopératives, en déclinant un peu la problématique des coopératives au travail, en invitant pas une personne, mais 3 personnes à contribuer dans une optique coopérative. Anne-Catherine Wagner, excusez-moi, qui va parler en premier en plus, qui est professeure de sociologie à Paris 1 et au Centre de sociologie et de sciences politiques. Je me trompe peut-être. Thomas Lamarche, donc professeur en sciences économiques à l'université Paris-Cité et au laboratoire Ladis, et Isabelle Georges qui est responsable de formation et de la vie coopérative à l'URSCOP, l'Union régionale des SCOP. Donc on va très vite vous passer la parole à chacun, chacune, avec une contribution de Anne-Catherine et Thomas et Isabelle qui va faire office de grand témoin, qui va interroger, qui va se questionner, qui va réfléchir à partir de ces contributions. Avant de vous passer la parole, on voulait en fait mettre à l'honneur. En fait, on a de la chance parce que aujourd'hui les astres se rencontrent puisque le dernier carnet de la chaire qui n'est pas encore édité porte justement sur la question de la coopération. Et donc c'était une belle occasion de mettre à l'honneur ce carnet
la coopération pris sous l'angle particulier de Charles Fourier, qui a parlé, qui a évoqué ce concept à travers un idéal libertaire. Et on voulait aussi particulièrement mettre à honneur le travail qui est fait ici par Florence Rode, où dans chacun des carnets, vous trouverez au centre des carnets une synthèse graphique qui procède d'une synthèse des textes qui ont été établis, et on est tous très très fiers à la fois des carnets, de ce carnet-là et du travail graphique, et donc on voulait aussi le montrer, puisque aussi ce thème fait directement écho à ce que Anne-Catherine et Thomas vont évoquer. Voilà, et je crois que maintenant c'est à vous de travailler maintenant, au travail. Ce premier mardi de l'ESS, et vraiment je suis très impressionnée à la fois par le cadre évidemment, mais aussi par toutes les activités de la chaire. Je trouve ça tout à fait passionnant, tout ce que vous proposez. Donc je vais parler pour ma part d'une enquête que j'ai faite donc sur les scopes. Depuis quelques années, je travaille sur cette question-là. Donc, c'est un type très particulier de coopérative, puisque ce sont des entreprises coopératives, des entreprises commerciales, mais qui appartiennent à leurs salariés. Donc, peut-être juste un mot pour dire comment j'en suis venue à travailler sur les scopes, puisque pendant longtemps, j'ai travaillé plutôt sur la mondialisation, sur la financiarisation des multinationales et sur, en fait, l'écart croissant qui se creuse entre des élites internationalisées qui maîtrisent les nouvelles règles du jeu et des salariés d'exécution de plus en plus dépossédés finalement de mise en concurrence les uns avec les autres, qui ont du mal à communiquer les uns avec les autres dans un espace international et qui sont soumis à des décisions, à des processus sur lesquels ils n'ont pas de prise et de moins en moins d'informations. Et donc j'ai découvert un type très particulier d'entreprise qui me semblait permettre de sortir un peu de cette spirale de la domination. Et j'ai choisi donc de me pencher sur des expérimentations qui permettent justement de dépasser cette opposition, cette contradiction entre ceux qui décident et ceux qui exécutent, ceux qui travaillent. Donc ce sont les scopes qui suscitent, comme je le disais, je suis pas la seule à m'intéresser, on l'a dit, à ce type d'entreprise. Les scopes suscitent, les sociétés donc coopératives et participatives, suscitent un regain d'intérêt parce que finalement aujourd'hui la situation dans le monde du travail ressemble à une sorte d'impasse. Les logiques purement financières des entreprises ont montré leurs limites. On le voit bien dans le cas des logiques de gestion, par exemple des entreprises qui sont rachetées par des fonds de pension ou des fonds d'investissement qui ont des principes de gestion uniquement organisés vers la maximisation de la valeur actionnariale. Ça produit des aberrations d'un point de vue humain, social et environnemental. Donc voilà, j'ai cité les exemples de salariés qui assistent à la fermeture de leur usine alors qu'elle est rentable, mais elle n'est pas assez rentable par rapport à ce que la rentabilité attendue par les actionnaires, des productions qui sont stoppées en dépit de leur utilité sociale, des productions qui sont délocalisées alors qu'elles sont destinées à un marché local, etc. À cela s'ajoute une crise du sens du travail qui est très marquée en ce moment, notamment, pas seulement, mais notamment chez les jeunes générations, comme le montrent différentes enquêtes qui dressent un bilan assez inquiétant, puisque plus de la moitié, d'après une enquête du ministère du Travail, plus de la moitié des salariés ont vécu une baisse du sens du travail depuis ces dernières années. Et en réponse à ces demandes, donc on a vu ces dernières années fleurir des innovations pour tenter d'impliquer davantage les salariés dans les entreprises capitalistes. Donc on parle d'entreprises libérées, agiles, des startups qui inventent des nouveaux modes de management aux noms sophistiqués, sociocratie, holocratie, etc., qui remettent en cause finalement le lien hiérarchique pour donner plus d'autonomie aux salariés. Mais la limite, c'est que ce sont des tentatives pour améliorer le bien-être des salariés qui ne remettent pas en cause les structures de propriété, puisque les salariés
sont peut-être libérés, mais ils continuent à travailler pour accroître les bénéfices des propriétaires et des actionnaires. Et c'est ça un peu la spécificité de la SCOP, hein, qui offre une réponse à ces différentes, qui me semble pouvoir offrir des réponses à ces différentes contradictions. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une SCOP, hein? Je pense qu'ici, vous savez, je ne vous apprends pas ce que c'est qu'une SCOP, hein, mais je le rappelle peut-être quand même. Hein. C'est une entreprise donc où ce sont les salariés qui doivent détenir plus de 50% des parts sociales, au moins 65% des droits de vote. Ils sont donc à la fois salariés et actionnaires. Donc, on dit pas actionnaires, on dit plutôt associés ou sociétaires ou coopérateurs. Ils se réunissent tous les ans en AG pour prendre les grandes décisions, élire leurs dirigeants. Et donc chacun, une personne, une voix, chacun a le même poids, quel que soit le montant de parts sociales détenues. Et la dernière spécificité, c'est donc le partage des bénéfices, puisque le bénéfice est obligatoirement réparti en 3 parts. La part entreprise, les réserves obligatoires. Donc il faut placer une partie des bénéfices en réserve impartageable, hein, qui reste dans l'entreprise. Hein, et c'est une obligation qui explique beaucoup la solidité de ces entreprises, hein, qui ont une longévité plus longue, plus importante que celle des entreprises capitalistes. Donc ces réserves impartageables. La part travail est redistribuée aux salariés, donc c'est en moyenne 40% des bénéfices, et il y a une part capitale, hein, les dividendes, qui est limitée dans les textes. Toutes les entreprises d'ailleurs n'en prévoient pas, qui rémunèrent donc les parts sociales des associés. Donc l'objectif de l'activité, ce n'est pas maximiser la valeur actionnariale, c'est servir l'intérêt collectif. C'est le point de vue du travail qui prime dans la gestion. Alors les associés ne sont pas contre le fait de faire des profits, mais pas au détriment de leur emploi. C'est ça qui fait vraiment la spécificité des principes de gestion des SCOP. Et le droit à la parole de ceux et celles qui travaillent n'est pas soumis à l'arbitraire d'un patron bienveillant, mais qui peut toujours changer d'avis ou être remercié par les actionnaires. Alors les SCOP aujourd'hui ne sont pas très nombreuses, hein, c'est 4000 sociétés en France, mais elles sont en forte augmentation. Il y a une augmentation constante du nombre de SCOP. Il y en a un peu partout en France, hein, avec des régions où il y en a plus. En Rhône-Alpes, elles sont relativement nombreuses. Et donc moi, quand j'ai décidé de m'intéresser à ces entreprises, hein, j'ai mené une enquête, hein, sur plusieurs années avec plusieurs types de matériaux. D'une part, j'ai fait 3 monographies auprès de 3 entreprises industrielles que j'ai suivies, où je suis retournée à plusieurs reprises et où j'ai fait une série d'entretiens et d'observations. Donc j'ai essayé de choisir des usines assez différentes en termes de taille, de production. Et aussi de rapport à la forme coopérative. Hein. Il y en a une dont je vais parler très militante, d'autres beaucoup moins militantes. Ensuite, j'ai fait des entretiens auprès de futurs gérants de SCOP qui suivaient une formation, hein, pour former les futurs gérants de SCOP. Et j'ai pu exploiter ensuite les données très riches, hein, de la Confédération Générale des SCOP, hein, qui recense, hein, toutes les SCOP avec toutes les caractéristiques, nombre de salariés, le sexe, l'âge, le profil, les salaires moyens, etc., etc. Donc, voilà. Alors donc je vais donc centrer ma présentation sur la question du travail, le travail dans les coopératives, avec deux versants. Hein. D'une part, le travail dans ces scopes pour faire coopérative, et ensuite le travail dans les coopératives. Alors le travail pour faire coopérative, je fais référence à tout ce qui est mis en place pour justement faire vivre l'esprit coopérative. Donc ça commence par le fait de créer une SCOP. Hein, ce sont c'est d'abord pour créer la genèse d'une SCOP, hein, repose sur un investissement souvent important de départ. Alors là j'ai mis ce sont des statistiques de la Confédération des SCOP, hein, qui montrent bien la diversité des origines de ces entreprises. Le plus souvent, ce sont des entreprises créées ex nihilo, c'est-à-dire des individus décident de monter ensemble une coopérative. Celles qui sont le plus médiatisées, hein, qu'on connaît bien par les reportages, etc., ce sont les reprises d'entreprises en difficulté.
Donc par exemple Duralex, donc des salariés d'une entreprise en difficulté ne refusent l'idée de la fermeture. Ils savent que leur entreprise en réalité est rentable. Ils décident de reprendre la gestion de leur entreprise et de la faire fonctionner sous forme de scope. Et puis il y a aussi la transmission d'entreprise, donc un patron qui part à la retraite et qui décide de transmettre son entreprise à ses salariés. Et enfin la transformation d'associations qui concernent surtout les structures du secteur social ou culturel. Donc pour montrer le travail, pour faire cette coopérative, je vais me limiter là juste à 2 exemples, 2 histoires de scope, pour montrer le type d'implication des salariés au principe de ces entreprises. Donc d'une part, c'était ma première enquête auprès d'une des scopes les plus médiatisées, je pense en France, les anciens ouvriers de Fralib que vous connaissez peut-être. Ce sont des ouvriers. Donc là, c'est vraiment la reprise d'une scope par des ouvriers qui ont lutté contre la fermeture de leur usine. C'était l'usine Lipton, donc c'était Unilever, qui fabriquait le thé éléphant à Gémenos près de Marseille. Et donc, à l'annonce de la fermeture en 2010, les ouvriers, portés notamment par la CGT, sont rentrés en lutte, ont refusé la fermeture, ont lutté pendant près de 4 ans, donc 1336 jours, c'est le nom qu'ils ont donné à leur marque ensuite. Et ils ont réussi donc à faire annuler, ils ont occupé à 2 reprises l'usine, ils ont fait annuler 3 plans sociaux et ils ont fondé donc une entreprise coopérative à l'issue de cette lutte qui produit. Donc par contre ils n'ont pas réussi à reprendre le thé. C'était une usine qui produisait le thé éléphant, donc ils ont perdu par contre la marque. Ils n'ont pas réussi à reprendre la marque éléphant, mais ils ont fondé leur marque, donc Scopti ou 1336. Donc là, c'est un type de coopérative très atypique en fait, très spécifique, très militante, qui se définit comme anticapitaliste, qui proclame l'égalité de tous, la démocratie, les valeurs de solidarité, le droit. En fait, elle se réclame du droit des travailleurs sur leurs instruments de production. Donc vraiment l'archétype d'une scope militante qui repose sur l'héroïsme des ouvriers et qui finalement, 10 ans après, a fait la preuve de leur capacité à gérer cette usine. Autre exemple, autre cas un peu différent, ce que j'appelle les militants du quotidien. Donc c'est un autre type de scope, souvent plus petite et souvent dans les secteurs des services. Ce sont des diplômés qui veulent donner du sens à leur travail. Donc là, c'est la photo d'une des promotions qui a suivi la formation proposée par. Donc c'est l'université que j'ai suivie à Paris-Dauphine qui propose une formation pour les futurs dirigeants de Scope. Et j'avais interrogé ces dirigeants qui m'ont raconté donc des histoires assez différentes de celles d'ouvriers qui veulent sauver leur emploi. Là, il s'agit plutôt de jeunes diplômés qui ne se retrouvent pas dans l'économie capitaliste, qui veulent défendre leurs valeurs. Donc ce sont souvent des entreprises qui s'inscrivent dans une cause éthique ou environnementale, du conseil commerce bio, un conseil en environnement, biodiversité, des organismes d'insertion, des guides d'achat éthique, etc., etc. Des entreprises engagées, donc investies par des classes moyennes diplômées qui veulent faire reconnaître leurs valeurs morales et un certain art de vivre aussi. Donc dans les récits des origines de ces scopes, le terme de valeur au sens de principe éthique, pas de valeur financière, est extrêmement important. En fait, ce sont des groupes d'amis, de collègues ou d'anciens collègues qui décident de monter une entreprise qui est plus en adéquation avec leur conception leur conviction militante, leur conception du travail. Et là, c'est vraiment la quête de sens qui est à l'origine de ces entreprises. Donc on a une grande diversité des scopes, mais eux aussi, donc ils font pas 4 ans c'est pas 4 ans de grève, mais ça demande aussi un certain nombre de sacrifices, de démarches. Souvent ils renoncent au premier salaire, ils doivent s'endetter, se mobiliser pour convaincre les banques, etc. Je pense que voilà, donc ça repose sur ce type de travail. Une fois que l'entreprise est créée, le travail pour faire coopérative ne s'arrête pas là, puisque ce sont des entreprises qui mettent en place aussi toute une série de dispositifs pour entretenir l'esprit coopératif ou pour le faire naître, parce que tous les salariés n'entrent pas dans une scope en sachant
que c'est une scope. Certains rentrent pour travailler, parce qu'ils sont attirés par l'emploi, etc. Et ils découvrent ensuite la forme scope. Et donc, il y a aussi dans le fonctionnement quotidien beaucoup de choses qui sont mises en place dans ces entreprises pour que les salariés endossent ce rôle d'associé qui est pas immédiat. Quand on est employé ou cadre intermédiaire, cadre, etc. Donc il y a beaucoup d'informations données aux salariés puisqu'ils votent en AG tous les ans, il faut qu'ils aient accès aux comptes, aux documents qui leur permettent de voter. Et ce sont des scopes sous des formes très différentes. Dans les différentes entreprises où j'étais, c'était sous des formes très différentes. Ça peut être une restitution orale à la fin d'un conseil d'administration, ça peut être une revue, ça peut être des journaux d'entreprise, ça peut être des discussions, des réunions d'information, etc. Mais ce sont des entreprises où les salariés ont une connaissance de l'activité sans commune mesure avec ce qui existe dans les entreprises à capitaux. La multiplicité des dispositifs participatifs, donc il y a l'AG annuel, mais en général, il y a aussi toute une série de groupes de travail, de commissions, des ateliers de réflexion, etc. Ce sont des entreprises qui ont souvent une inventivité assez incroyable pour impliquer les salariés dans ces discussions. La formation, donc notamment organisée par l'URSSCOP, je pense que vous allez peut-être en parler, est extrêmement importante. À la fois, les salariés sont formés à la fois à la coopérative, leur expliquer ce que c'est que d'être un coopérateur ou une coopératrice, mais aussi il y a beaucoup de formations souvent qui sont organisées pour permettre des promotions internes. Ce sont les entreprises où il y a beaucoup de promotions professionnelles en fait. Et donc je parle des rituels. Donc il y a une entreprise que j'avais vue qui avait mis en place un passeport coopératif, des échanges avec des parrains, des relais coopératifs. Il y a toute une série de dispositifs qui doivent justement créer ce sentiment d'appartenance. Donc ça, c'est le travail pour faire fonctionner, pour faire vivre cet esprit coopératif. Je vais en venir maintenant au travail dans les scopes au sens plus classique, puisque les scopes, comme je le disais, ce ne sont pas des associations, ce sont des entreprises où on travaille. Donc, c'est des entreprises qui produisent des biens et des services, qui avec des ateliers, des bureaux, des horaires, une hiérarchie. Comment est-ce qu'on travaille au quotidien dans une scope? Alors là, il y a des choses très différentes en fait j'ai pas mon nom, si j'ai mon nom, voilà. J'ai montré un peu deux modèles stylisés de la conception du travail dans les scopes. En fait, le statut de scope ne prévoit pas explicitement de dispositif de participation dans le travail. En fait, ce qui est prévu, c'est l'AG, les participations dans la coopérative, mais dans le cadre du travail, c'est pas forcément prévu. Et les pratiques sont très différentes d'une entreprise à l'autre. Donc là, à gauche, j'ai mis l'organigramme de Scopti, donc de l'entreprise de thé et de tisane que j'ai présenté tout à l'heure, où eux, c'est vraiment le modèle du contrôle ouvrier, donc l'idée d'un organigramme en rond où il n'y a pas de hiérarchie, l'idée que le pouvoir est collectif, ce qui va aussi avec la polyvalence, l'égalité des salaires, etc. Un modèle très égalitaire qui repose pour le coup sur l'autodiscipline. C'est l'idée qu'on n'a pas besoin de chef, qu'on est tous capables de s'auto-gérer. À l'inverse, un modèle qui est peut-être plus fréquent, encore que non, ça dépend des entreprises. Le modèle le principe du double entonnoir, où cette fois-ci, en fait, il y a une dissociation entre l'associé et le salarié. Donc, c'est l'idée que en tant qu'associé, les associés ont tout le pouvoir, l'assemblée des associés, ils élisent un PDG, mais ensuite, quand l'associé prend sa casquette de salarié, il doit obéir à l'encadrement, etc. Il se retrouve tout en bas, un peu salarié d'exécution. Donc, le salarié peut décider au moment de l'AG. Par contre, quand il travaille, il doit obéir à son encadrement, etc. Donc, c'est un modèle on peut dire plus entrepreneurial qu'une des scopes que je voyais essayer de défendre. Dans la réalité, il n'y a jamais l'autogestion, l'égalité absolue n'existe pas vraiment. Il y a quand même toujours des leaders ou des gens qui prennent plus la parole et qui décident plus. Et la soumission du salarié associé n'existe pas non plus. Le salarié, à partir du moment où il est associé, estime qu'il a droit. Il y a des modes, des manières de demander la participation et de participer qui sont importantes. C'est plutôt des formes d'hybridation que je voyais dans les différentes entreprises.
Donc j'ai fait en tout un peu plus de 80 entretiens avec des salariés de Scope. Le thème du travail était évidemment extrêmement important. Il y a des points qui revenaient quand même très souvent sur le rapport au travail. D'abord, en fait, le sentiment de travailler pour soi et pas pour des actionnaires. La redistribution du profit est très importante. Alors pas tant pratiquement, parce que souvent c'est pas non plus des sommes énormes qui sont redistribuées. C'est pas des entreprises qui font des profits mirobolants souvent, mais symboliquement, en termes de justice sociale, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est quelque chose qui revenait vraiment beaucoup dans les entretiens. Le sentiment d'être écouté, ou alors la revendication d'être écouté, parce que quelquefois les salariés ont l'impression qu'on les écoute pas assez, mais ils ont l'impression qu'on doit les écouter en fait, et ça c'est quelque chose qui ressort beaucoup des entretiens aussi. Les salariés voient la Scope comme une entreprise sur laquelle ils ont leur mot à dire et ils veulent avoir leur mot à dire. D'où aussi les tensions, parce que tout le monde n'a pas forcément la même vision de ce que doit être le travail, l'entreprise, etc. Le collectif, ça c'est quelque chose qui est fondamental aussi, et je pense que c'est une des conditions souvent du bon fonctionnement de ces entreprises. D'ailleurs, c'est comme ça qu'en fait des salariés se décident à monter une Scope. Il faut qu'il y ait déjà une forme de collectif avant, en fait, en tout cas qu'il y ait des liens possibles entre les salariés qui se sentent liés, soit parce qu'ils sont militants dans le cas de Scopti, soit parce qu'ils ont les mêmes valeurs éthiques, ou quelquefois parce qu'ils sont de la même région, de la même famille, ou l'ancienneté en fait peut aussi être une forme de lien. Mais ce sentiment d'appartenir à un collectif est extrêmement important, et ça va aussi avec le dernier point qui est le resserrement de l'échelle de salaire, qui est une constante dans les scopes, avec des nuances évidemment. Il y a des scopes strictement égalitaires où tout le monde a le même salaire, quelle que soit l'activité. Ça, c'est un cas un peu minoritaire. Mais le plus souvent, les scopes essayent de resserrer l'échelle des salaires, ce qui fait que, en moyenne, les ouvriers employés ont des meilleurs salaires en scope que dans les entreprises non scope, et les cadres, plutôt des salaires un peu plus bas. D'où, en fait, ce dont j'ai déjà parlé, le faible turnover et des implications variables. C'est-à-dire que tous les salariés ne sont pas tous, quelle que soit l'entreprise, qu'elle soit militante ou entrepreneuriale et moins militante, dans toutes les scopes, il y a des salariés qui sont plus engagés que d'autres. Il y en a qui donnent beaucoup de leur temps à la scope, qui s'investissent dans les instances, qui veulent siéger au conseil d'administration, etc. D'autres qui sont plus en retrait, voire qui n'ont pas envie d'être forcément associés. Et puis, surtout, ce que je trouve intéressant dans les scopes, c'est qu'il y a différentes manières de participer. Certains préfèrent participer dans les instances, d'autres vont s'investir plutôt dans les événements festifs de sociabilité, d'autres vont décortiquer les comptes, d'autres aiment bien aller au congrès des scopes, faire connaître leur entreprise à l'extérieur, etc. Ou alors certains pensent que leur rôle, c'est sur le lieu de travail, où ils vont essayer d'améliorer l'outil de production, la qualité de la production, etc., etc. Je trouve que c'est un des avantages de la forme scope qui permet finalement différents types et différents degrés d'implication, donc où chacun finalement voit la participation en fonction de ce qu'il a envie d'apporter ou ce qu'il peut apporter. Pour conclure sur cette enquête que j'ai faite sur les scopes, il me semble que ce sont des lieux d'expérimentation qui sont très importants parce qu'ils instituent finalement une nouvelle manière de voir le rapport entre travail et capital. Ce sont des entreprises qui rappellent que finalement c'est quand même du travail des hommes que naît la valeur des choses. Et le point commun de ces entreprises, c'est que le travail n'est jamais considéré comme un coût, puisque c'est une contribution, c'est avant tout une contribution à la production collective. Ce sont des entreprises donc qui reposent sur l'idée que les salariés, finalement que c'est celui qui connaît son travail qui est le mieux placé pour donner son avis et participer aux décisions. Et c'est un exemple qui finalement montre que la gestion d'une entreprise n'est pas réservé à des spécialistes en management, même si bien sûr il y a des formations pour permettre à ces salariés de devenir gérants, mais on voit dans les scopes que j'ai vus, ce sont des gens qui avant pouvaient être ouvriers, secrétaires, cadres intermédiaires, artistes, etc., et qui sont tout à fait capables finalement de créer ou de reprendre collectivement leur entreprise.
bien sûr, ça n'exclut pas les tensions, dont j'ai pas beaucoup parlé, mais j'y ai fait allusion, puisque la participation aux instances démocratiques, enfin voilà, il faut pas oublier que c'est aussi un travail en plus. Enfin, j'ai essayé de le montrer. C'est une charge de travail supplémentaire qui est doublée d'une charge émotionnelle, mentale, à laquelle les individus n'ont pas forcément été préparés par leur parcours scolaire ou professionnel, et c'est une charge qui souvent en général n'est pas rémunérée. Donc ce sont aussi voilà, tout n'est pas toujours rose dans les scopes, il y a aussi des moments difficiles, des tensions, etc. Mais finalement, ce sont des tensions qui font aussi partie de la vie démocratique, et voilà, enfin, pour finir, c'est ce qui me semble, c'est que les scopes, enfin, c'est vraiment ce qui m'a intéressé dans ces entreprises, ça constitue vraiment des espaces d'apprentissage originaux du vivre ensemble, des lieux de réaménagement permanent des relations sociales, et c'est un peu ce qui fait le caractère passionnant de ces expérimentations pour une sociologue. Voilà, je vous remercie. Merci. Bonjour, merci de l'invitation. Alors moi, je vais vous parler aussi des coopératives, mais je vais choisir un prisme un peu différent. Donc, on a choisi de passer dans ce sens-là parce que moi, je vais avoir un propos peut-être avec plus de généralité, éventuellement plus conceptuel, certainement. Enfin, voilà, et puis peut-être pas le même terrain. Voilà. Bon, donc moi le travail que j'ai mené, c'est un travail que j'ai notamment mené avec la manufacture coopérative, que peut-être certains d'entre vous et certaines d'entre vous en ont déjà entendu parler, dont Jean-Luc Chontagna est un des membres fondateurs, et c'est une coopérative de recherche-action, donc ça nous a donné l'occasion depuis une grosse dizaine d'années de mener toute une série de recherche-action dans le monde des coopératives. Et donc mon terrain, en fait, c'est un terrain qui est mené avec des gens qui sont engagés dans la pratique, et aussi certains qui sont universitaires, donc qui essaient d'être engagés dans la pratique aussi, mais bon. Voilà, donc c'est un travail de coproduction intellectuelle entre des gens engagés dans la recherche et d'autres dans l'action. Bien. Et puis c'est un travail qui doit beaucoup à deux collègues auxquels je ferai régulièrement référence, qui sont Catherine Baudet, qui a été co-gérante de Manucop. Manucop, c'est le petit nom affectif de la manufacture coopérative, avec Jean-Luc Chontagna, qui a une formation d'économiste, et avec Nadine Richesse-Battesti, qui est une des grandes connaisseuses du monde des coopératives en France. Bref. Et donc la proposition que je vous fais, c'est une proposition d'analyse pour caractériser les coopératives dans le capitalisme, rien que ça. Bon. Donc les coopératives, un espace critique au service de la transformation, et donc la thèse que je vous propose. Ah oui, j'avais prévu de mettre un chrono, je l'ai pas mis. Bon, ça fait déjà plusieurs minutes que je parle. Voilà, je vais quand même le mettre. C'est bien. Donc c'est une analyse, c'est une forme de thèse pour essayer de repérer ce qui peut se jouer à l'échelle soit des mondes de l'ESS, soit des coopératives, pour être non pas à l'échelle simplement d'une entreprise, ce qui serait plutôt une analyse microéconomique. Il se trouve que je suis économiste, mais à une analyse un peu plus large. Voilà, donc c'est ça que j'ai essayé de vous proposer, et le fil conducteur que je tisse sur l'analyse des coopératives, que nous tissons sur l'analyse des coopératives sur à peu près 200 ans. Je suis pas historien, mais il y a des travaux d'historiens. Ça discute aussi avec des travaux que peut mener Sylvain Sell. Il était là tout à l'heure. Je sais pas s'il est encore là, je le vois pas. Ah oui, il est caché. Sur la caractérisation de ce qui se joue à une autre échelle que l'échelle d'une entreprise elle-même. Et donc c'est ça, c'est aussi pour ça que c'est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui se passe à l'échelle d'une organisation, puisque, comme l'a expliqué Anne-Catherine, ce sont des sociétés de personnes, c'est la définition qu'en donnait Vianney, une entreprise et une société de personnes, des sociétés de personnes qui font une entreprise, et qui posent une question importante au capitalisme, c'est que le capital, en termes de catégorie analytique, la catégorie développée par Marx, ne joue pas en tant que tel. Le capital n'est pas extérieur à l'organisation. Et en fin de compte, dans une partie des coopératives, dans les coopératives, et même dans l'ensemble de l'ESS, on a un positionnement critique de fait à l'égard des structures du capitalisme,
Et c'est tout de même intéressant de plancher là-dessus. Même si ces entreprises, qu'elles soient très critiques ou qu'elles ne le soient pas, eh bien, elles baignent dans le capitalisme et elles doivent faire avec, et elles doivent composer, et voilà, c'est pas de la tarte. Donc, pour vous dire, le premier ouvrage que j'ai lu sur le monde coopératif quand je faisais ma maîtrise à l'époque, donc mon master, donc ça fait un bail, ça s'appelait L'autogestion, c'est pas de la tarte. Et voilà, c'est un peu, finalement, ça résume pas mal. Alors, du coup, je vais pas prendre l'ordre dans lequel je vais commencer directement par ça, par la matrice conceptuelle. Et donc, c'est un peu, voilà, c'est un peu conceptuel. Alors, ce que je propose, moi, c'est une analyse mésoéconomique. Je pars du postulat que vous n'en avez pas entendu parler de l'analyse mésoéconomique parce que l'analyse mésoéconomique n'existe pas encore vraiment. C'est peut-être ma présomption de vouloir la faire exister, mais je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est important pour les coopératives. Alors, vous avez une petite idée qu'en économie, il y a de la macro, et la macro, c'est les agrégats, la croissance, le chômage, l'investissement, la monnaie. Ça joue souvent à l'échelle nationale, voilà. Et puis, il y a de la micro, et la micro, c'est globalement de considérer le monde à partir de la façon dont se rencontrent des personnes, des agents, des individus. Et donc, on a deux grands corps de pensée, radicalement différents. L'un dans lequel on pense globalement les structures, c'est pas marxiste pour autant la macro, hein, mais les structures d'ensemble, et l'autre dans lequel on pense les individus. Voilà, donc peut-être que c'est insuffisant, peut-être que il y a beaucoup d'insuffisance chez les économistes, mais et donc on est un certain nombre depuis, notamment depuis une trentaine d'années, à essayer de caractériser quelque chose qui se situe entre les deux. Donc méso, ça veut dire entre la micro et la macro. En première acception, on peut dire que la méso, c'est entre la micro et la macro. Ça veut dire qu'il y a plein de sous-ensembles qui sont en fait très différents. Il n'y a pas juste un régime macro avec une type d'accumulation, l'accumulation financiarisée, puis auparavant il y avait le Fordisme marqué par l'automobile, etc. Non, il y a plein de manières de faire différentes. Et donc, l'idée de la méso, c'est d'essayer de repérer comment il existe et comment perdurent des formes variées au sein du capitalisme. En fait, ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que ça évite de tomber dans, par exemple, un moment où on se dit, bon ben, le processus de financiarisation emmène tout sur lui, où le néolibéralisme construit un néo-sujet, et puis on peut rien y faire, donc d'avoir une vision très centralisée comme ça, ou bien de regarder que ce que font les individus qui sont dans une lutte incessante. Alors on regarde la façon dont, dans le cours de l'histoire, et dans les différents secteurs productifs, ou dans les différentes composantes de la société, il y a des processus de différenciation en permanence et qui sont intermédiaires. Alors, ce qui est marrant, ce qui est intéressant, je pense pas que ça va, je ne vais pas vous faire marrer en vrai, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que méso, ça veut dire autre chose, ça veut dire aussi milieu. Voilà, il y a un courant de pensée à la fin du 19e qui s'appelle la mésologie. Et la mésologie, au moment où naît le terme écologie en 1866, eh ben la mésologie est bien plus identifiée que l'écologie. Donc maintenant on connaît tous l'écologie, c'est une forme de science du milieu, au sens des milieux de vie. Et ben la mésologie, c'est l'idée de comprendre les milieux de vie et de voir, c'est ça qui va nous intéresser pour les coopératives, parce que j'oublie pas que je vais vous parler des coopératives, hein. C'est que les personnes, les individus et les collectifs sont capables de construire leur milieu. Et donc, les écologues nous disent ça aussi, hein, que tel insecte construit son milieu, et puis en même temps, il est construit par son milieu. Donc, il y a une vision, on va dire, un peu d'écosystème dans lequel les personnes sont en partie capables de produire les structures dans lesquelles ils vivent. Nous, on parle plutôt de structure institutionnelle, on ne parle pas tellement de milieu. L'idée, c'est pas de savoir si on vit dans un milieu, dans une zone humide comme ci, ou si on vit dans une steppe. Bon, voilà. Donc, on construit nos milieux, et nos milieux nous construisent. Donc, il y a une double acception de milieu qui est intéressante pour voir dans quel milieu de vie on produit, et en fait, en fonction de ce que l'on produit, on ne vit pas dans les mêmes milieux. Donc voilà, donc on a cette approche mésoéconomique qui est d'abord une méso dans la double acception de la notion de milieu. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir la variété ou la pluralité des arrangements au sein du capitalisme, de voir qu'il n'y a pas une seule solution. Et ça, c'est intéressant aussi, c'est parce que il peut y avoir une vision de l'économie dans laquelle il y a
pas, il y a un bouquin qui était sorti de Viviane Forrester il y a une vingtaine d'années qui s'appelait L'horreur économique. Moi, ça m'avait beaucoup marqué parce que j'en parlais aux étudiants et au bout d'un moment, j'avais l'impression que je leur disais que tout était foutu, quoi, qu'il y avait une espèce de processus structural dans lequel on allait dans le mur. Je peux convenir qu'on va dans le mur avec vous si vous voulez. Hein. Voilà, on a beaucoup de signaux, mais ce qu'on retrouve dans l'économie sociale et solidaire et dans l'ESS, c'est toute une série de personnes qui sont engagées pour essayer de faire autrement à leur échelle, et que c'est pas une échelle dans laquelle on est tout seul dans sa structure, et parfois dans une coopérative on est 5, parfois on est 300, quelquefois on est 1 millier. Pour ce qui est des scopes, pour ce qui est des coopératives agricoles, etc., on peut être beaucoup plus nombreux, mais là on parle plutôt des coopératives de travail. Donc on est dans des structures qui sont petites, et ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que l'on produit dans la structure qui est la nôtre, quand on est engagé dans une coopérative, mais qu'est-ce qu'on produit à l'échelle de l'ensemble de ces coopératives et d'essayer de voir s'il se produit autre chose. Et donc, la réflexion, c'est entre la capacité des personnes qui agissent de produire leur structure et de voir comment elles sont aussi, bien sûr, elles sont produites par le régime dans lequel elles s'insèrent. Les coopératives, s'il y a une dynamique de productivité très forte pendant le Fordisme, ceux qui sont dans la production industrielle, ils vont être pris par cette dynamique de productivité. Voilà, donc il y a une espèce d'ambivalence. Et donc cette idée aussi, du point de vue des chercheurs et des chercheuses, c'est d'être en même temps sur un regard, j'allais presque dire bienveillant, si parfois le terme est peu, voilà, vis-à-vis des structures, mais en même temps dans une position critique, parce que oui, il y a des coopératives qui peuvent elles aussi être pris dans des démarches et d'un certain point de vue s'éloigner de leurs idéaux. Donc il y a détermination par les structures et capacité à agir sur les structures. Il y a par exemple Henri Desroches, qui a une des personnalités on peut dire majeures du monde coopératif du XXe siècle, avait beaucoup travaillé sur une dynamique entre l'instituant et l'institué. C'est une matrice explicative extrêmement intéressante sur laquelle vous reviendrez probablement pour ceux qui sont étudiants ou étudiantes dans le master, parce que c'est assez heuristique dans le monde social de façon générale, mais c'est heuristique pour les coopératives. Et donc, quand on regarde, par exemple, le monde coopératif ou le monde de l'ESS sur très longue période, on voit comment on a agi pour essayer de produire de nouvelles règles. Anne-Catherine a rappelé un certain nombre de ces règles qui sont extrêmement importantes. Par exemple, quand on regarde ce qui se passe dans la coopérative de Rochdale en 1844, on voit qu'ils décident entre eux, ils sont une douzaine de tisserands, et ils décident, on va définir un principe, c'est une personne égale une voix. À l'époque, ils disent un homme égale une voix, et donc on a progressé là-dessus, donc maintenant c'est une personne égale une voix, même si les questions de genre ne sont pas complètement réglées, mais ce n'est pas mon propos principal aujourd'hui. Donc on produit des règles, et ces règles vont être un élément qui nous protège. Les règles impartageables dont tu parlais, c'est des choses qui sont portées par un monde social. Et donc, en tant qu'acteur, non pas individuel, mais collectif, nous sommes à même, je me mets dedans d'une certaine manière, de produire des règles qui peuvent être des règles institutionnelles qui sont fortes. Et bien sûr, on a des adversaires, c'est-à-dire on a des gens qui pensent différemment l'entreprise, une entreprise qui doit dégager du cash pour ses propriétaires, ou qui, etc. Et donc, on est sans cesse contrarié par d'autres manières de voir le monde, bien sûr. Voilà. Et donc, on a un processus de différenciation, c'est-à-dire que les formes économiques sont multiples et sont plurielles, et ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que dès qu'on s'intéresse à l'économie sociale, c'est quelque chose qui saute aux yeux et qui doit être préservé. Parce qu'il y a des tendances à l'homogénéisation, c'est-à-dire qu'il y a des formes qui dominent. Il y a des formes d'organisation qui dominent. Il y a eu la forme de la grande entreprise automobile qui a dominé. Maintenant, il y a une forme de l'entreprise plateformisée qui tend à dominer et à écraser le travail. Donc, il y a des formes qui dominent. Elles ont une forme d'efficacité dans le capitalisme à un moment donné, aussi parce qu'elles ont produit les indicateurs et les règles pour. Et donc, au petit passage, là, je vais parler des coopératives, mais si je parle de la méso, je peux dire que les GAFA, c'est un espace méso et qu'il est vraiment beaucoup plus fort pour produire des règles que les coopératives. Fermez la parenthèse, mais vous voyez bien que dire méso, ça ne veut pas dire « ouais, c'est chouette, on se différencie du capitalisme ». Ça dépend des valeurs, les principes et les modes d'organisation que l'on développe. Bien. Bien ou pas bien d'ailleurs. Voilà, donc, et un des trucs qui est intéressant dans l'ensemble des analyses méso-économiques qui sont développées, c'est qu'on voit la différenciation, c'est ce que j'évoquais, mais aussi c'est en regardant ce qui se passe dans ces espaces, dans cet intermédiaire qui n'est pas macro, mais qui est des regroupements d'une taille significative, c'est qu'on voit émerger de nouveaux régimes.
on peut voir la façon dont on peut essayer d'entrevoir comment va évoluer le capitalisme, et que d'un certain point de vue, on peut essayer de regarder ce qui se joue dans l'ESS et de voir qu'il y a des acteurs, des actrices qui poussent pour que ce soit la nouvelle norme pour demain et qu'il y ait des principes, notamment d'organisation ou de propriété, qui soient des motifs d'avenir. Il faudra que ça passe par la règle, mais on peut très bien imaginer, vous voyez, en termes réglementaires, on peut très bien imaginer que on passe dans un système dans lequel il y ait, par la loi, une obligation, une personne égale une voix, et donc on revienne sur le fond de la société anonyme. C'est des choses qu'on peut imaginer. Clairement, on n'a pas le rapport de force, mais on peut l'imaginer quand même. Voilà. Donc c'est une grille de lecture du monde coopératif, et est-ce que les coopératives sont un espace méso? C'est la question que je me pose et que je vous pose et sur lequel je vais essayer de donner quelques éléments de réponse. Et donc, d'un certain point de vue, les coopératives forment un espace méso, mais c'est un espace méso qui est relativement faible, qui est malmené parce qu'il doit s'insérer dans le capitalisme en permanence, il doit s'insérer sur des marchés. Et donc, les idéaux, les utopies et les principes sont en permanence malmenés par... soit on pourrait dire par la matérialité de l'accumulation du capital, si on aime bien ce genre de phrase, soit on peut dire par la réalité du marché, si on aime ce genre de phrase. Mais bon, c'est deux paradigmes différents qui disent pas la même chose, mais un petit peu. Et ce que je trouve intéressant dans l'analyse méso-économique, c'est que pour en parler aux personnes qui font le monde de l'ESS, aux acteurs, aux actrices, ça nous donne l'idée que si on se met en tant qu'acteur politique collectif, on peut faire avancer un certain nombre d'éléments, produire des institutions ensemble, produire des textes de loi, des manières de faire. Et donc, on est capable de produire les structures du capitalisme. C'est pas que des structures qui nous tombent d'en haut comme ça, c'est aussi des structures que l'on participe à produire. Et donc, ça donne au sujet un petit peu de perspective constructive dans un monde économique qui n'est pas toujours très réjouissant. Voilà, donc ça c'est le but, et je vais essayer de l'appliquer aux coopératives. J'ai déjà pris tant de temps pour cette première diapo, mais bon, c'était un petit peu compliqué. Et voilà. Et donc, là, j'avais prévu, je vais le faire rapidement, de reprendre une brève présentation de l'ensemble de l'ESS. Alors, je sais que ce n'est plutôt sur les coopératives, mais ce petit ensemble, c'est assez atypique. Souvent, on dit qu'il y a 3 familles dans l'ESS. Bon, alors après, la notion de famille, vous savez, ça peut être festoun, et puis on se balance des trucs pas sympas en famille. Hein, voilà, mais on peut dire qu'il y a 3 sous-ensembles. Et donc maintenant que vous commencez à vous y connaître en analyse méso, vous pouvez vous dire que là, vous avez de quoi faire des perspectives historiques. Alors vous pouvez lire les papiers de Sylvain Selle pour certains aspects sur les perspectives historiques sur l'analyse méso des coopératives, et de voir comment ces sous-ensembles fonctionnent. Et donc les 3 sous-ensembles existent dans l'ESS, mais vous voyez bien que moi, ce dont je vais essentiellement parler, ce dont on a parlé dans les articles avec Catherine Baudet ou avec Nadine Richesse-Battesti, c'est à l'échelle des COP. On pourrait se poser la question de savoir ce qui se passe à l'échelle de l'ESS, mais on a des familles qui sont singulièrement différentes. Donc, en gros, on a 3 grandes composantes. Et les périmètres sont pas très précis, mais le premier périmètre, historiquement, c'est le périmètre de l'économie sociale, qui est marqué par les statuts des associations, des coopératives, des mutuelles, et maintenant, depuis la loi de 2014, on a rajouté les fondations. Voilà. Et donc, ce sont des sociétés de personnes, comme on l'évoquait tout à l'heure, et puis sur lesquelles Anne-Catherine a dit beaucoup de choses, et puis voilà. Et d'un certain point de vue, tout le fondement historique, puisqu'on a évoqué Fourier tout à l'heure, et qu'un certain nombre d'entre vous travaillent aussi sur une dimension historique, on a les mythes fondateurs du monde coopératif qui sont extrêmement présents et qui portent non seulement des principes et des idées, mais des manières de faire, et souvent aussi les institutions qui peuvent aller avec. Donc ça, c'est un truc qui est intéressant, c'est sur longue période, c'est un ensemble qui est très structuré, très institué, et une des idées, tout à l'heure dans l'introduction, je crois que c'est Jean-Luc qui l'a évoqué, on entend dire que l'ONU, voilà, coopérative, grande cause, on a aussi Jérôme Sadier qui était président de ESS France qui disait l'ESS, une économie de la résilience, nouvelle norme pour demain. Donc il y a des idées de promouvoir cet ensemble comme étant plus large. Alors après, s'il devient très puissant, est-ce qu'il va garder les mêmes dimensions critiques? Voilà. Et au départ, il y a ce double élément, c'est de travailler pour répondre à des besoins sociaux des personnes. Et en fait, au 19e, il y a une forme d'indétermination entre associations, coopératives et même presque syndicalisme. On a tout ce moment d'associationnisme, et c'est intéressant pour nous de voir que c'est le même bassin collectif. Et puis, on a aussi des éléments d'utopie, et
notamment au 19e, un des éléments centraux de l'utopie, c'est l'émancipation au travail. Et c'est intéressant de se le rappeler aussi, parce qu'en fait, on a plein de coopératives dans lesquelles, essentiellement, au quotidien, on se dépatouille pour faire vivre une entreprise. Donc mais on peut très bien se retrouver à un moment en assemblée générale ou en CA avec des grands principes qui se rappellent en disant on est quand même là pour l'émancipation des personnes. Et donc, on l'a évoqué tout à l'heure, sur les questions d'égalité salariale, ça peut être l'égalité entre les hommes et les femmes, ça peut être, voilà, on a des éléments principiels qui sont régulièrement rappelés. Donc là, on a un ensemble sur l'économie sociale, c'est le pôle, on va dire, plutôt dominant et historique. Mais on a un pôle qui est l'économie solidaire ou populaire, qui est parfois mis dans le même ensemble, puisqu'on dit économie sociale et solidaire, généralement, mais qui, en fait, a une double acception historique. L'acception historique simple, c'est de dire, ce sont des formes de solidarité qui réapparaissent dans la crise, et notamment dans les crises contemporaines depuis les années 70, au moment où il y a de très grosses difficultés, eh bien, les logiques de dons, les logiques de non-marchand, la réciprocité deviennent des éléments qui permettent d'assurer des formes de résistance, résilience, etc. Et ce qui est intéressant, c'est quand même d'écouter ce que nous disent un certain nombre de spécialistes de l'économie solidaire, que ce soit Procelius, Coraggio en Argentine, Jean-Louis Laville en France, qui ont une vision assez différente. Ils disent non, en fait, l'économie solidaire existait bien avant l'économie sociale, parce que l'économie solidaire, c'est de l'économie qui est encastrée dans le social et qui n'est pas principalement économique. En fait, ça, c'est un truc super intéressant pour nous, pour ceux qui ont un tout petit peu entendu parler de Karl Polanyi. Eh bien, Karl Polanyi, je vous résume en 2 phrases son immense œuvre de 1944, c'est il y a eu un processus de désencastrement de l'économie, de désencastrement, c'est-à-dire que l'économie était encastrée dans les sphères sociales, dans la communauté, dans la religion, etc. Et un processus de désencastrement dans lequel la production s'est séparée de ces sphères sociales et l'économie, comme discipline ou comme action, c'est en partie séparée des autres mondes sociaux et des autres mondes intellectuels. L'économie discipline s'est séparée des autres mondes intellectuels, donc nous on se parle pas par exemple, et l'économie en tant que pratique, l'économie substantive, s'est séparée des mondes sociaux. Donc il y a eu un processus de désencastrement, et puis Polanyi, après il nous dit qu'il y a des processus de réencastrement qui existent, et il analyse ça en 1944, et ce qu'il voit, c'est que le processus de réencastrement, c'est un processus hyper violent, puisque c'est le fascisme et le nazisme. Je vous fais un résumé hyper brutal de Polanyi, mais ce que je veux en retenir, c'est que, historiquement et anthropologiquement, l'activité de production est liée à des mondes sociaux et des mondes communautaires, et pas principalement à de la rationalité économique. Et donc, vous voyez bien que pour quelqu'un qui bosse dans l'ESS, c'est super intéressant de voir que les modalités de réencastrement dans un monde qui soit non pas fasciste, parce que finalement, si on relit Polanyi maintenant, on peut éventuellement trouver que c'est très indigeste parce que ça ressemble, voilà. Mais les mondes de l'ESS proposent des formes de réencastrement dans lesquelles il y a des formes de communauté, au sens ouvert de communauté, parce que parfois en France on a peur du mot communauté, tout ça c'est de la communauté. Non, des communautés humaines, quoi, des gens qui vivent ensemble et qui veulent produire ensemble, voilà. Bien. Et donc les questions de réencastrement sont des questions majeures pour se mettre à distance d'une manière de penser l'économie qui s'est coupée des mondes sociaux. Bref. Et donc, pour faire vite sur l'économie solidaire, c'est une machine économique qui est bien plus ancienne que l'économie sociale, et même certains, comme Laville, disent l'économie sociale a écrasé l'économie solidaire. Point. Je m'arrête là-dessus. Troisième grande famille qui émerge maintenant et qui, pour essayer de concevoir l'économie sociale comme un espace méso est un peu compliqué, c'est l'ensemble d'une vision de l'économie beaucoup plus proche d'une dimension business, qui oublie parfois le processus de démocratisation, qui met en avant l'extension du marché, le bas de la pyramide. Les marchés de BOP sont des marchés bas de la pyramide. Donc il y a une forme de marchandisation d'une partie de l'espace social. Et donc on a culturellement un monde qui est très très différent et qui voilà. Bon, bref. Donc ça, c'était pour vous dire qu'on pourrait imaginer trois espaces mésodistincts. Et ça nous donne aussi 3 manières de voir. Le monde coopératif fait partie du monde de l'économie solidaire. Alors maintenant, ce que je veux faire juste un tout petit point dessus. Historiquement, comment s'est situé l'ESS vis-à-vis du capitalisme? Il y a des organisations qui sont dans la réparation,
voilà, plutôt dans la réparation, tout ce qui est de l'entraide, on va retrouver une bonne partie du monde associatif. Une partie qui se retrouve dans la réforme, essayer de transformer les institutions, de penser différemment. Voilà, c'est une forme plutôt social-démocrate. Et puis, on a un petit nombre de coopératives qui sont dans la rupture et qui sont plus dans l'utopie, plus combatives. Et en fait, si vous prenez ces trois manières de voir historiques, eh bien, elles coexistent maintenant. Ça permettrait de faire des typologies, d'aller regarder une coopérative en disant elle est plutôt comme ci, elle est plutôt comme ça. Et donc, il y a, dans ce processus institué, il y a l'idée de faire de la transformation sociale, de voir si on peut l'institutionnaliser. Institutionnaliser, ça veut dire produire des règles pour que l'on puisse pérenniser l'action. Mais il y a une extrême puissance de la récupération de la critique. Et si on regarde la famille qu'on a vue auparavant, l'entrepreneuriat social, tout ce qui est de logique de washing, pink washing, green washing, blue washing, brown washing, on les a tous. Voilà, on a des puissances de récupération, pas que dans le social business, bien sûr. Et donc, maintenant, je vous propose trois petites matrices, trois petits schémas comme ça, pour essayer de repérer, ça donne des instruments pour aller penser et puis voir comment ça se joue à l'échelle des coopératives. Donc la première chose, c'est un truc qu'on a fait avec Nadine Richesse-Battesti, et on essaye de montrer en gros conceptuellement comment fonctionne l'articulation entre la dynamique politique et économique. Alors, on peut utiliser une petite matrice comme ça pour aller voir une seule coopérative, ou pour essayer de comprendre l'espace méso des coopératives. Et donc, il y a un double mouvement politique vers l'économique. Ce qui est intéressant dans le monde des coopératives, c'est qu'il y a une dimension politique. Alors souvent, les acteurs et les actrices, pour une partie d'entre eux et d'entre elles, n'aiment pas utiliser le terme politique parce qu'ils ne font pas de la politique, mais en fait, ils font quelque chose qui est de l'ordre du politique. Ça, c'est une toute petite parenthèse. Donc, c'est quand même une forme de projet politique, avec des éléments d'émancipation, des éléments d'égalité entre les personnes, des éléments de faire vivre un projet productif qui se distingue. Et donc, dedans, on a la question du sociétariat qui est essentielle, ça a été évoqué, et par Anne-Catherine et par moi-même, des questions de gouvernance démocratique, faire vivre la propriété collective. Et donc, il y a des tas de choses qui, dans l'activité courante de la coopérative, sont devenues routinisées. Et tant mieux, parce que quand c'est routinisé, ça veut dire que ça fonctionne. Bon, ça peut aussi dysfonctionner, bien sûr. Mais qui sont des éléments, en fait, avec un pouvoir transformationnel. Parce que la question, c'est celle de la transformation. Et donc là, on a un pouvoir transformationnel des organisations. Si vous voulez, en fait, on a avec les coopératives de travail une étape de processus de démocratisation qui est très importante, puisque c'est la démocratisation dans l'entreprise avec les éléments de délibération. Mais ça, tu l'as déjà dit. Et puis un truc un peu plus compliqué, qui est toute la logique d'intercoopération, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut travailler entre coopératives? C'est dans le principe de l'Alliance coopérative internationale en 1895, mais ça marche pas. Alors je dis ça très rapidement. L'adjointe n'est pas là pour dire si ça marche, mais parce qu'en vrai, il y a plein de petites choses qui marchent, mais c'est très difficile. Historiquement, c'est très difficile de faire marcher l'intercoopération parce que les chaînes de valeur sont très puissantes. Les chaînes de valeur capitalistes sont très puissantes, et donc on est dans une coop, et quand on doit acheter un ordi, qu'est-ce qu'on achète comme ordi? Alors, est-ce qu'on achète, quand on a un téléphone, est-ce qu'on achète un Fairphone ou pas? Bon bref, c'est très compliqué. Et même si on achète des choses plus classiques qu'il y aurait chez des coopératives, la réalité, c'est que ça, c'est en même temps quelque chose qui, depuis 100 ans, n'a pas donné sa pleine puissance, mais qui reste un élément potentiel. Donc ça, c'est du politique qui permet et stabilise une dynamique productive, parce que on a affaire à un espace critique, mais qui n'est pas une critique politique première. Il ne s'agit pas de prendre le pouvoir, il s'agit de transformer les manières de produire à l'échelle des organisations elles-mêmes. Et donc, il y a un lien direct avec les dynamiques productives. Et est-ce que ça s'ancre dans un projet collectif productif? Donc là, c'est le côté projet économique. Du coup, je ne sais pas de quel côté il doit être à droite. Je mets l'économique à droite, les politiques à gauche, comme ça, c'est un cercle. Et donc, il y a des enjeux en termes d'organisation du travail, il y a des enjeux en termes des modalités de l'accumulation du capital et de relations de concurrence à l'échelle de l'organisation. C'est comment est-ce qu'on s'insère sur son marché, etc. Et puis, il y a un truc très important qui est majeur, tu n'as pas eu le temps d'en parler sur Scopti, mais c'est très important pour toi, on n'a jamais eu le temps de parler de tout, c'est la dimension de territorialisation. Parce que dans les espaces méso aussi, il y a un truc qui marche assez bien, c'est les différenciations qui sont liées à des terrains particuliers, à des territoires. La plus grande coopérative européenne, c'est par hasard, c'est aux Pays-Bas, il y a des dimensions culturelles, langagières, du politique. Alors bien sûr, il y a un processus qui a été long et très heurté dans Mondragon,
mais la dimension culturelle qui passe aussi par le combat basque avec une partie plus dure, hein, mais on voit que la dimension de ce qui fait lien, une dimension communautaire, hein, une dimension bien encastrée, hein, Mondragon, c'est une dimension encastrée dans la vie basque. Alors bien sûr, on reproduit pas la même chose quand on fait une coopérative à Lyon, à Paris ou je sais pas quoi, mais il y a aussi quelque chose de similaire avec une très grande puissance en Catalogne, avec des coopératives intégrales, etc. Bon, bref, il y a un rapport dialectique entre politique et économique, et quand on prend cette matrice-là pour essayer de comprendre une coopérative, nous on avait fait un papier sur les coopératives d'activité et d'emploi avec cette matrice-là, avec Catherine Baudet, puis Noémie Degrenier qui avait dirigé Copanam, une grande coopérative d'activité d'emploi parisienne. Eh bien, on voit des coopératives dans lesquelles il y a un déséquilibre vers le politique et d'autres vers l'économique. Bref, c'est une petite matrice. Alors, ce qui se passe dans cette organisation, c'est que on a un projet qui tente d'être instituant en 5 minutes, c'est exactement ce qu'il me faut. Un projet qui est instituant, et donc, il y a des éléments qui sont mis en débat, ou qui peuvent être mis en débat. Le projet collectif et sa gouvernance, l'accumulation du capital, la relation de travail, les chaînes de valeur. Est-ce que c'est mis en débat? Est-ce que c'est pas mis en débat? Ça dépendra des personnes, de leur capacité à produire ces débats-là, sachant que produire le débat et l'instruire, c'est du temps. Et donc, il faut quand même avoir un projet économique qui dégage un tout petit peu de rente. C'est pas évident. Et de l'autre côté, on a des interactions permanentes avec ce qui fait compromis, et donc la façon dont ça produit des règles. Sur la pérennité, est-ce qu'on a une stratégie de profit? Oui, quand même une stratégie de profit, ça ne veut pas dire qu'on s'en fout plein les poches, ça veut dire qu'on a les moyens de son ambition. Est-ce qu'on a un compromis sur la justice sociale? Est-ce qu'on a un compromis sur les valeurs? Et voilà, on a toute une série de compromis. Donc on a des interactions de ce type-là. Et ce qui est intéressant, c'est de repérer, y compris comme matrice pour aller voir du point de vue de l'enquête, ce qui se joue dans l'organisation ou à l'échelle de l'espace méso. Mais là, je sens qu'il va me dire qu'il y a 3 minutes, donc je passe au dernier. Après, j'en ai encore une petite, mais dernier. Alors ça, c'est ce que j'ai essayé de vous dire depuis le début, c'est que les coopératives les SCOP, leur projet, c'est autour de la transformation du travail. C'est là que ce sont des espaces de transformation critique. Le chantier qui s'ouvre à nous, c'est de passer d'une transformation du travail à un autre rapport au vivant. C'est la question écologique que, pour l'instant, les coopératives ne se posent pas beaucoup plus que les autres. On n'est pas obligé de dire que les coopératives font tout bien et mieux que les autres. Elles se le font différemment parce que ce sont les groupes de personnes. Et donc, ce que l'on sent émerger, et ce qui, d'un certain point de vue, doit émerger, c'est la recomposition de la relation au vivant. Alors, on a essayé, avec Nadine Richesse-Battesti et Catherine Baudet, de voir ce que ça donnerait par rapport à notre matrice. Et donc, on est là, et on se dit, si on se dit qu'il y a une transformation qui a un espèce de pacte écologique, un truc comme ça, un projet écologique, ça décale complètement l'ensemble. Donc vous voyez, c'est un peu conceptuel, un peu fumeux peut-être. Et donc, on a toujours notre truc ici, mais si on a un projet politique qui travaille sur le vivant, ça transforme notre manière de faire de la politique. C'est quoi le lien au travail? Est-ce qu'on a un autre compromis politique pour l'habitabilité de la planète? Et puis un truc qui est vraiment en fait extrêmement puissant, et qui est le point sur lequel ça achoppe évidemment, vous vous en doutez, c'est que si on a des dynamiques productives qui sont non prédatrices du vivant, eh bien ça transforme complètement la relation au régime d'accumulation. C'est plus un régime qui est prédateur. Et la question de fond, c'est comment est-ce qu'il va tenir dans le capitalisme. Et donc cette question, je me la pose, vous vous la posez, nous la posons, il se la pose, elle se la pose. Et donc là, j'ai fini. Et donc la difficulté, c'est pour ces organisations de réussir à ce que j'appelle clore le périmètre concurrentiel, c'est-à-dire d'avoir des produits qui ne sont pas concurrencés par le moins-disant, par la concurrence Asie du Sud-Est, par exemple. Et donc, est-ce qu'on a un régime de qualité et puis des consommateurs, des consommatrices qui acceptent ce régime de qualité? Est-ce qu'on transforme le travail ou pas? Est-ce que ces marges instituantes sont suffisamment puissantes pour attirer du monde? Ça, c'est aux nouvelles générations montantes de l'ESS qu'on pose la question. Est-ce que les espaces mésocritiques sont prêts à se convertir à cet enjeu économique, et oui, comment? Et comment elles se situent vis-à-vis du cadre macro dans lequel elles sont, avec toutes les adversités, mais aussi un petit espoir? Alors, bonsoir.
Je prends quelques secondes parce que ce rôle de grand témoin, il n'est pas évident. J'ai pas ma présentation toute prête. Hein. Il s'agissait de réagir. Donc, mon cerveau se forme en accéléré à l'approche méso. Peut-être 2 mots peut-être pour dire d'où je parle. On m'a demandé de réagir rapidement, mais donc moi je suis salariée de l'Union régionale des SCOP et des SIC de Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on est une association. Je me disais qu'on cumulait pas mal de statuts, de logique de l'économie sociale, puisqu'on est une association loi de 1901 qui est basée sur un principe mutualiste. L'ensemble de nos adhérents, c'est les coopératives de la région qui cotisent, qui sous forme de cotisation viennent alimenter les fonds de cette instance. Et du coup, on a un système mutualiste qui permet d'accompagner ces coopératives, de les représenter sur le territoire. Il y a un rôle de représentation, mais on a aussi des services d'accompagnement un peu sur tout le cycle de vie de ces entreprises, de l'accompagnement avant création, et puis dans leurs différents stades de croissance et puis aussi de décroissance. Pour ma part, je travaille principalement sur les questions de gouvernance et de vie coopérative. Donc, en plein dans le travail des questions qui sont mises en débat, donc le travail, on pourrait dire politique. Voilà, donc ça c'est d'où je parle. Je vais plus, le choix que j'ai fait, c'est plus de me dire, tiens, qu'est-ce qui a fait particulièrement écho ou qu'est-ce qui fait écho à ce que je vis au quotidien. En tout cas, déjà merci pour le panorama parce que je me suis complètement retrouvée tel que vous le décrivez. Et effectivement, les 2 choix que vous avez choisis, enfin les 2 exemples que vous avez choisis, sont assez représentatifs aussi de l'échelle. Et il y a une grande variété dans les pratiques des coopératives. Et je pense que les entreprises issues de reprises au tribunal versus des collectifs que je qualifierais de militants dès le départ de la logique coopérative, ça nous donne un peu l'échelle de ce qu'on voit sur le terrain et ce que je peux accompagner. Donc, c'est 2 exemples assez typés, mais voilà, peut-être pour un peu illustrer sur comment moi je l'accompagne, comment je le vis. En tout cas, c'est vrai que, alors, j'ai pas dit, ça fait 20 ans que je suis à l'Union régionale, donc on va dire, c'est un temps long pour moi, mais ça me permet un peu d'avoir déjà une idée de l'évolution. Et dans ce que vous avez dit, c'est vrai que quand je suis arrivée dans ce milieu, on expliquait toujours ce qu'était une SCOP et c'était vraiment peu connu, quoi. Et les gens arrivaient pour travailler dans une SCOP, ils postulaient pas, c'était très rare qu'ils postulent parce que c'était une SCOP. Or aujourd'hui, on voit quand même dans l'évolution notable par rapport à, je fais écho à ce que vous disiez sur le sens au travail, la recherche de sens au travail. C'est vrai que de plus en plus, des personnes viennent dans le choix qu'elles ont sur le marché du travail, elles viennent parce que il y a ce choix de gouvernance coopérative. Donc c'est assez intéressant. Et parce que aussi nous sur le terrain, je dirais, ça génère une exigence qui est de pas décevoir. Pas décevoir sur quoi ? Pas sur la façon de produire, mais sur cette partie gouvernance démocratique. Donc, il va y avoir vraiment une attente sur ce travail politique, ce qui est mis en débat. Oui, je viens sur ce type d'entreprise parce que je sais plus quelle formule vous avez utilisée, mais oui, c'est sortir de la spirale de la domination. Il y a un peu de ça. C'est ma voix va compter. Donc ça résonne avec le principe un associé égale une voix. Mais du coup, ne pas décevoir là-dessus. J'aime bien l'expression. C'est pas de la tarte. Je reprends parce que c'est un travail vraiment en soi dans les coopératives de se dire finalement dans nos gouvernances, qu'est-ce qu'on va mettre en débat collectif. Au niveau, par exemple, des associés, où on va pratiquer un associé égale une voix, on va prendre le temps de la délibération, d'arriver à un consensus, voilà, sur des questions.
versus le quotidien qui va nécessiter de la rapidité, d'exécution, et qu'on va laisser plutôt à une logique qu'on peut caractériser de pyramidale. Et c'est un travail en soi, et j'aime bien, c'est vrai que dans les deux schémas que vous avez présentés, tout en cercle versus en entonnoir, moi en tout cas, dans mon accompagnement, j'ai souvent les deux qui cohabitent. Parce qu'une organisation efficace, l'entonnoir va permettre cette forme d'efficacité qui permet d'être réactif sur les marchés. C'est des entreprises, donc qualité, coût, délai, s'applique aussi pour elles. Avec la superposition d'une sorte d'organigramme de prise de décision, où là, on va effectivement fonctionner en cercle. Le cercle étant le symbole de la parité. Un associé égale une voix. Quand je prends une décision collective sur les grandes orientations, effectivement, je vais considérer que chacun, avec sa fonction différente dans l'entreprise, est à égalité pour contribuer à la prise de décision collective. Voilà, donc c'est pour dire que plutôt que de les opposer, moi je vois plutôt un travail qui consiste à les faire cohabiter. Voilà ce que je... Donc, après, sur l'approche méso, en tout cas, moi, alors peut-être, j'ai pas compris, mais en tout cas, ce qui résonnait bien pour moi, c'était de me dire, moi, je travaille à l'Union régionale des SCOP, comme j'ai dit, et si on nous prend comme un la raison d'être de l'Union régionale, c'est d'avoir été créée, c'est une très vieille institution, d'avoir été créée parce que justement, les coopératives essayaient de faire vivre un sous-système avec des règles différentes et des logiques très différentes. Et dans l'histoire, et je vois dans le mouvement coopératif, si on le prend comme effectivement un sous-système dans le grand système, je vois à l'Union régionale, on va travailler effectivement, on va être expert d'un droit coopératif qui est différent, qui casse pas mal les codes de l'entrepreneuriat. On va créer des formations spécialisées parce que le management dans une scope, c'est pas pareil que le management que globalement on va apprendre en école de commerce. Donc ça justifie qu'on crée nos propres formations et puis surtout on va créer nos propres outils financiers parce que effectivement là la donne est vraiment différente. On fait pas de plus-value sur des parts sociales de coopératives et ça forcément ça limite l'intérêt de beaucoup de financiers. Il va y avoir une mutuelle, des SCOP et des SIC, une mutuelle particulière. Il va y avoir une union sociale, un peu les bonnes œuvres du mouvement coopératif. Voilà, donc on recrée un écosystème et je me disais finalement c'est ça, c'est parce que on veut faire différemment. Donc si je prends l'UR comme un espace méso, si je peux me permettre, j'ai trouvé que c'était intéressant en tout cas. Et pour donner quelques exemples effectivement d'instituants institués, je trouvais qu'effectivement les CAE étaient vraiment intéressants. Donc les CAE c'est une expérimentation qui date, les premières ont été créées il y a 20 ans. Je pense sous contrôle dans la région Cocorico et elles ont été instituées, on va dire, avec la loi sur l'ESS. Donc c'était une expérimentation où on cassait un peu les codes du salariat et par expérimentation, on a eu 20 ans de développement d'un statut qui consistait à dire je peux être entrepreneur, être responsable du développement de ma propre activité tout en étant salarié. Et je dirais que ça a été institué avec la loi sur l'ESS, puisqu'il y a eu une reconnaissance et une sécurisation, c'est ça qui est aussi important et ce qu'on cherche à travers la loi, de ce statut d'entrepreneur salarié. Voilà, j'aurais beaucoup de... Enfin, c'était très complet, ça m'a évoqué plein de choses, mais sur Weiler, on va passer aux questions, si vous voulez. Bon merci beaucoup. C'est vrai que l'URSCOP joue dans mon enquête c'était très important. J'ai été à Vaux-en-Velin aussi. Voilà, et ça joue un rôle très important, je pense, dans la formation des coopérateurs.
Et ouais, peut-être aussi effectivement dans le rappel du principe de réalité. C'est-à-dire que je pense que souvent c'est un peu vécu aussi comme ça les formations Scope, et que effectivement on s'aperçoit qu'il faut tenir dans un monde capitaliste et qu'on peut pas non plus faire absolument voilà. Par exemple, une entreprise est obligée d'avoir un dirigeant. Donc l'autogestion c'est légalement pas possible. Enfin voilà, il y a des contraintes, etc. Et l'URSCOP, enfin, je pense, joue un rôle extrêmement important pour rendre possible cette aventure, mais peut-être aussi quelquefois pour rappeler le principe de réalité. Et, enfin, dans mon enquête, c'était vraiment une instance qui était très très importante. Ouais, moi, ce que je veux dire, c'est que effectivement, les différentes coopératives se différencient par le statut. C'est pas parce qu'elles se différencient par un statut qu'elles vont en tant que telles construire un espace méso spécifique. Elles ont un statut spécifique, c'est sûr. Et donc, ce qu'on cherche à voir, nous, c'est qu'est-ce qui fait qu'elles se différencient, parce qu'elles peuvent très bien être coopératives et faire business as usual, c'est-à-dire des endroits où on fait de la productivité, on sous-paye les gens, on exploite la ressource environnementale. On peut très bien imaginer une coopérative qui fait des mines antipersonnelles, je ne sais pas, c'est envisageable, ou qui fait des engrais chimiques. Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel moment il y a quelque chose qui permet de faire un espace de différenciation et donc de cultiver un certain nombre de valeurs, de principes, etc. Ce qui est généralement fait. Donc, le rôle des acteurs collectifs comme des URSCOP, souvent des choses qui sont territorialisées ou qui sont interprofessionnelles, parce qu'en fait, souvent, ce qu'on voit dans le méso, c'est la dimension de secteurs différenciés ou de territoire, mais il y a aussi tous les acteurs politiques. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les acteurs politiques aient ces éléments de conscience de comment est-ce qu'on fait quelque chose de différent, avec cette très grande difficulté qu'il y ait quelque chose qui se traduise dans une différenciation dans l'accumulation du capital. C'est-à-dire qu'on fasse pas nécessairement la même chose que tout un élément de prédation sur les personnes, d'où la question de l'émancipation du travail, ou sur le vivant, la nature, etc. Donc, en fait, le statut ne vaut pas vertu. C'est quelque chose qu'on dit aussi beaucoup sur la question de RSE et choses comme ça, responsabilité sociale d'entreprise. Et donc, on a besoin d'être en permanence en alerte, c'est ce que dit Desroches aussi sur l'animation coopérative. Voilà. Oui, merci beaucoup pour vos interventions. C'est vraiment passionnant ce monde des coopératives. Alors, j'aurais une question, mais très rapide, sur l'échelle des salaires. Vous avez dit tout à l'heure que les cadres étaient moins bien payés que dans une entreprise normale et les ouvriers un peu mieux. Mais il me semblait, enfin j'avais lu ça quelque part, mais je suis pas du tout spécialiste de la question, que c'était de 1 à 5 l'échelle, mais c'était peut-être pas le cas. Et ensuite, pour la dernière intervenante, j'aurais aussi une question sur le droit, parce que je suis juriste. Et les sociétés coopératives sont des sociétés commerciales classiques, en fait. Donc, comment est-ce que vous faites pour, justement, ça m'intéresse beaucoup, créer ce droit coopératif comme ça, juste dédié, voilà, par rapport à ces règles qui sont quand même très spécifiques et ce statut qui est spécial. Donc, comment est-ce qu'on fait quelque chose sur mesure alors qu'on est dans un écosystème, finalement, qui n'est pas du tout taillé pour les coopératives, puisque on est dans un monde capitaliste avec des sociétés commerciales capitalistes. Merci. Donc sur l'échelle de salaire, en fait, moi je me suis appuyée sur la thèse d'une économiste qui s'appelle Nathalie Magne, qui a travaillé sur cette question-là. Et donc c'est elle qui montre, enfin voilà, elle essaie comme elle fait, comme savent faire les économistes, toutes choses égales par ailleurs, etc. Donc elle compare, etc. Et c'est elle qui réussit à montrer que le salaire, alors le salaire des cadres est un peu plus bas que dans les entreprises équivalentes, etc. Et le salaire des ouvriers, employés et professionnels intermédiaires plus haut. Je me souviens plus si elle donne une moyenne, mais 1 à 5, ça me paraît beaucoup par rapport à la taille des scopes en général. Moi, je peux répondre pour les scopes que j'ai vus. C'était plutôt, enfin, sur l'enquête par questionnaire, j'avais quand même j'avais 95 réponses. C'était plutôt 1 à 2, 1 à 3, mais c'est des petites entreprises. Dans la plus grosse entreprise que j'ai vue, qui est une grosse entreprise industrielle où il y a plus de 1000 salariés, c'était 1 à 10, donc le salaire ce qui est finalement pas tant que ça pour une grande entreprise, etc. Donc voilà. Mais voilà, en général, c'est plutôt 1, 1,5, 1 à 2, etc. Je pense. Voilà. Oui, sur cette
L'échelle de salaire, nous, quand on a pu faire des statistiques un peu précises, en tout cas sur la région, on était sur un écart moyen de 1 à 3,5, 4. Et ce qui est particulièrement intéressant, justement, c'est parce que ça, c'est le résultat. Il n'y a aucune contrainte juridique. Autant un associé galinois, les réserves partageables, c'est inscrit dans la loi. Autant là, on n'a absolument aucune règle. Et du coup, c'est intéressant de noter que. Et par contre, il y a une valeur très forte d'équité, d'égalité pour certaines. Et c'est vraiment, pour le coup, c'est intéressant de noter que c'est vraiment le résultat de ce travail autour des valeurs et de cette mise en travail. Moi, j'accompagne des entreprises à réfléchir à leur politique salariale et quand même mettre ça en débat. Voilà, on est vraiment sur des questions de fond, de dire qu'est-ce qui justifie la distinction d'un poste à l'autre, qu'est-ce qui fait et tout ce travail aboutit à finalement une échelle très resserrée avec des problématiques aussi, puisqu'en face il y a un marché du travail et que notamment ce qui pose problème, c'est sur les salaires plutôt de direction. Où là, c'est là que l'écart, c'est vrai qu'à PME comparable, moi j'ai le chiffre, la moyenne pour des PME comparables, hein, c'est 1 à 20. Et donc quand on est sur 1 à 4, peut-être que ça va pas faire rêver certains responsables, quoi. Voilà, donc c'est aussi la limite de faire différemment, de faire autrement. Et alors sur le comment on arrive à... Alors c'est vrai que les sociétés coopératives, ce sont des sociétés commerciales, elles respectent le droit lié à leur forme juridique, SARL, SA, SAS, et en même temps elles respectent les lois liées au statut de coopérative, de SCOP. Bon, il y a eu un travail, c'est plutôt, la loi qui fait référence, c'est la loi de 78, elle date de 78, donc je saurais pas répondre sur comment elle a été élaborée. Sur les CAE, il me semble que ça a été un long travail de fourmi, de travail de collaboration notamment avec les directions du travail, parce que c'était les CAE les intéressait comme un moyen aussi de retour à l'emploi pour certaines personnes. Donc il y a eu un travail un peu fin de terrain, de dire oui, mais ça soulève des questions juridiques, notamment par rapport aux liens de subordination. Donc ça mettait en risque les dirigeants de ces CAE de façon importante. Donc ça a été quand même un travail très fin de groupe de travail pour dire pour aboutir à la loi ESS. Voilà ce que je peux en dire, mais je sais qu'il y a dans la salle, il y a des acteurs qui ont suivi ça d'un peu plus près que moi. Oui, même bien avant la loi, on était en expérimentation avec la DGEFP, donc le ministère du Travail, et ils avaient consenti un droit d'expérimentation sur la base d'une étude fine de capitalisation des pratiques, etc. Donc, quelque part, l'État avait quand même, entre guillemets, autorisé les CAE avant la loi Hamon, quoi. Je me permets juste par rapport au salaire de rajouter, et après je te passe le micro, c'est que, une des manières, effectivement, les hauts salaires, les SCOP ne peuvent pas payer des salaires mirobolants à des candidats à la direction, etc. Mais c'est aussi finalement ce qui leur assure, c'est une forme de protection dans le recrutement, c'est-à-dire qu'elle s'assure justement de recruter des cadres qui partageront certaines valeurs, etc. Qui sont prêts à accepter d'autres formes de rétribution, parce que c'est aussi une forme de rétribution de bénéficier de ces structures démocratiques. Et la deuxième manière, c'est beaucoup, moi dans ce que j'ai remarqué, c'est beaucoup la promotion interne, c'est de faire monter des salariés. C'est aussi ce qui fait, et c'est quelque chose qui aujourd'hui dans les entreprises, il y a de plus en plus de barrières à la promotion professionnelle. Le diplôme est de plus en plus important maintenant pour occuper des postes de cadre. De dirigeants, etc. Et les SCOP, ont justement mis en place des systèmes qui permettent des promotions souvent assez extraordinaires, en fait. Voilà, pardon. Juste un truc, le 1 à 5, je pense que c'est dans la qualification des entreprises solidaires d'utilité sociale. Et c'est là que c'est 1 à 5 1 à 7, même pas. Alors, okay. Et sinon, en fait, le point, juste un tout petit point par rapport à tout ça avec lequel je suis d'accord, c'est que à partir du moment où le salaire est un objet de délibération, c'est quand même beaucoup plus difficile pour les dirigeants de dire je vaux 50 fois plus que toi. Et et puis l'autre aspect, c'est que globalement, ce sont des petites boîtes et qu'elles gagnent pas beaucoup, donc elles n'ont pas les moyens de payer beaucoup. Donc
ça pousse vers comme ça, le plancher est un peu plus haut, le plafond est un peu plus bas, donc voilà. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour ces interventions toutes très intéressantes. Mes propos, ou ma question plutôt s'adresseront plutôt à Monsieur Lamarche. Quand vous dites, vous terminez un peu cette intervention en disant « statut ne vaut pas vertu ». Alors ça, c'est une maxime, effectivement, qu'on entend, je crois, et qu'on utilise sans trop y réfléchir, parce que si j'ai bien compris, la coopérative se distingue de la société commerciale traditionnelle, précisément parce qu'on instaure dans ces statuts des principes coopératifs qui la distinguent de la société commerciale. Donc je connais pas beaucoup de coopératives qui vendent des mines antipersonnelles. Alors je voudrais justement qu'on puisse revenir sur l'utilisation de ce terme que je trouve totalement galvaudé, parce que moi, au contraire, je crois que l'ESS, ce qui permet justement de porter un certain nombre de vertus, alors il faudrait qu'on s'entende sur le terme de vertu, c'est précisément les statuts qui garantissent la parité entre l'actionnariat et le salariat, le partage des profits qui est quand même beaucoup plus égalitaire que ce qu'on peut retrouver dans une société commerciale. Donc moi, au contraire, je crois que c'est à travers les statuts, et pour les coopératives, je connais moins, mais il faut se référer à l'ordonnance de 45 qui a été modifiée, mais c'est précisément les statuts qui permettent de distinguer une société commerciale classique qui font le monde capitaliste d'une société un peu différente qui font l'ESS. Et l'ESS est très largement défini et représenté à travers les statuts des structures qui la composent. Donc voilà, je voulais juste revenir sur l'utilisation de cette maxime que je combats depuis un certain temps. C'est une maxime que j'utilise jamais, mais là je voyais Jean-Luc qui me regardait, il fallait que je fasse vite, donc j'ai pris cette maxime-là, mais je vais vous dire pourquoi quand même je l'ai utilisée, pas simplement de la faute de Jean-Luc, parce qu'il y est pour rien, le pauvre. C'est pas tant en pensant au monde des scopes. Même si j'ai pris cette expression, en fait, que d'un certain point de vue, qui est régulièrement utilisée par Benjamin Coriat, qui travaille sur le coopérativisme de plateforme, et qui dit, bon, ben, sur les communs, les coopératives, c'est pas une garantie, elles pourraient faire des mines antipersonnelles. Donc, j'ai repris cette image-là. Et donc, en effet, je ne connais pas non plus de coopératives qui font des mines antipersonnelles, je l'avoue. Voilà. J'ai fauté. Non, c'était un exercice de style. Donc, ce que je veux dire n'était pas contre les coopératives. Alors, néanmoins, si ça ne fait pas vertu, c'est que l'égalité, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes dans les coopératives, je crois que c'était le thème de la conférence l'année dernière, c'est pas dans les statuts, mais non, je veux dire, non, mais donc, oui, non, je suis d'accord, mais dans les statuts, il y a l'égalité entre les personnes. Donc, que ce soit pas dans les statuts, il y a plein de choses qu'on n'explique pas, mais donc, en fait, je suis pas en train de critiquer les statuts. J'ai dit que les statuts ne suffisent pas et qu'il faut les faire vivre. Par exemple, on a plein de coopératives qui se font très bien du fait que ce soit le même dirigeant depuis 20 ou 30 ans. C'est conforme au statut, mais c'est un vieux mec blanc qui va diriger. Au début, il n'est pas vieux s'il dirige pendant 40 ans, je suis d'accord. Et donc, quand je dis que les statuts font pas vertu, c'est dire que il faut les faire vivre en permanence pour qu'on instille quelque chose et que ce soit vivant. Voilà, ça c'est la première raison, qui est quand même mais c'est pas la qualité des statuts que j'attaque. Et le deuxième, c'est que dans votre question, on a la partie COP et on a la partie ESS. Alors si on va un peu plus largement sur l'ESS, on va pas faire ici du Mathieu Elie et Maud Simonet, mais on a plein d'endroits dans le monde associatif où il y a du travail gratuit. Il y a aussi dans les coopératives cette idée qu'il y a une partie du travail politique qui est bénévole et c'est pas si simple. Par exemple, dans une CAE, on a des commissions. Celui qui est entrepreneur salarié ou entrepreneuse salariée, si elle vient en commission, elle peut pas bosser pour son activité. Et c'est celui ou celle qui travaille pour la structure, il sera quand même payé pendant ce temps-là. Et donc, ils sont dans une situation qui est asymétrique. Les CAE ont beaucoup de mal à discuter de cette situation-là. C'est une inégalité statutaire entre les salariés de la structure et les entrepreneurs salariés. Voilà, c'est une vraie question. Et donc, et il y a plein d'endroits où il y a quand même des éléments de travail gratuits parce que on a beaucoup de structures qui doivent se battre pour leur survie. Et dans le monde associatif, encore plus parce qu'il y a cette dimension de management par la cause. Voilà, au moment de la création à la CGT et à Sud
des groupes issus du monde associatif, ça a fait grincer des dents parce que voilà. Et donc voilà. Et puis si on regarde dans le social business, on a quand même beaucoup qui font partie de l'ESS depuis la loi de 2014. Eh bien, on a des pratiques dans lesquelles les dimensions de greenwashing sont probablement plus présentes. Voilà, donc il y a aussi des questions à se poser quand on se dit que l'ensemble va créer des éléments de transformation sociale. Et donc statut vaut pas vertu, oui, c'est une expression toute faite et on ne devrait pas s'autoriser d'expression toute faite, mais derrière, il y a quand même quelques trucs qui fonctionnent bien et qui supposent qu'on regarde l'endroit où ça gratte. Merci à tous et à tous. On est arrivé tranquillement à l'heure, à 20h. Donc on souhaite évidemment vous remercier tous et en particulier les 3 personnes oratrices. Et aussi pour votre participation ce soir. Je tiens simplement à rappeler que nous allons poursuivre ces discussions avec d'autres personnes le 5 novembre, puisqu'on va descendre, moi en bonne gestionnaire, je distingue la gouvernance et le management, et on va descendre au-delà des statuts et on va voir comment le travail est organisé en autogestion avec des contributions. Voilà, donc rendez-vous le 5 novembre à Sciences Po Lyon, qui nous accueille cette année, on est très contents. Merci beaucoup, bonne soirée.